Aujourd'hui, on va parler de la mission la plus tristement célèbre de l'armée française. Aujourd'hui, on va parler de l'embuscade d'Ouzbine. Cette mission est extrêmement célèbre. Tout le monde sait au moins que c'est une embuscade qui s'est déroulée en Afghanistan et que ça a coûté la vie à 10 militaires français. Le 18 août 2008, 10 parachutistes français meurent dans une embuscade en Afghanistan, à Ouzbine. 10 soldats français tués et 21 autres blessés hier en Afghanistan. Mais même si elle est extrêmement connue, personne ne sait vraiment pourquoi elle est connue. Je veux dire, l'attaque du lycée Descartes en Côte d'Ivoire quelques années plus tôt a aussi coûté la vie à 10 militaires français. Mais à cette époque-là, tout le monde s'en battait les couilles. Encore pire aujourd'hui. Donc pour Ouzbine, pourquoi autant de documentaires, d'articles, de livres, de chroniques? Eh bien Ouzbine, c'est le gros nid français. Une incompétence totale et le non-respect des tactiques de base parce qu'on sous-estimait complètement le danger d'en face. Mais à un niveau bien supérieur encore, à tel point qu'Ouzbine est considéré encore aujourd'hui comme une référence internationale. Cocorico. Et en plus de ça, aucun coupable n'a été puni. Pourtant c'est facile d'avoir des coupables dans une mission qui réunit autant du manque de matériel, une hiérarchie complètement aux fraises à tel point qu'on pourrait croire que c'est fait exprès. Une mission sans aucun intérêt, un manque de personnel, aucun renseignement, un armement manquant et obsolète, et surtout tous les indicateurs qui montraient qu'il fallait absolument empêcher ce suicide collectif, mais rien n'a été fait. Bref, aujourd'hui, on revient sur l'enfer d'Ouzbine. Avant de commencer, merci beaucoup aux contributeurs qui me permettent de faire ce genre de chroniques. Elles ne sont évidemment pas monétisées sur YouTube, et tout ce qui fait tourner ma chaîne, ce sont ceux qui regardent les vidéos réservées aux contributeurs sur Patreon. Je vous mets un lien en description. Bref, la France est en Afghanistan depuis fin 2001, avec deux opérations distinctes. L'opération de reconstruction du pays sous couvert de l'OTAN, avec le International Security and Assistance Force, acronyme ISAF, ce dont j'ai moi-même fait partie, et l'opération purement combative sous couvert de l'armée américaine, avec le Enduring Freedom. Alors, pendant longtemps, l'ISAF ne faisait rien sur place. Les Afghans n'aimaient pas vraiment les interférences étrangères, et donc tous les pays sous ISAF, dont la France, surveillaient simplement le camp de Kaboul. Progressivement, l'ISAF pouvait surveiller au nord dans les zones calmes, puis progressivement de plus en plus de terrain. Et à partir de 2006, ISAF pouvait surveiller tout le pays. Mais c'est tout, aucune mission de combat, uniquement des missions de surveillance pour protéger l'équipe de reconstruction du nouvel Afghanistan. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'on foutait là-bas, nous, la France ? Rien. Les Américains se sont pris 2 avions dans la tronche. Il fallait donc montrer au moins un geste symbolique auprès des USA. Solidarité, tout ça. Donc fin 2001, on a envoyé quelques soldats se promener là-bas. Mais c'est tout. Il faudra ensuite attendre 2003 pour y envoyer la Task Force Ares, composée de 300 combattants. Mais en aucun cas, on a constitué ce qu'on appelle des équipes provinciales de reconstruction, également appelées PRT, qui est une collaboration civilo-militaire et qui est la base de la théorie de pacification du pays, selon les théories de combat ou plutôt de non-combat de David Galula. Je parle bien de théorie parce que tout ce qu'il a écrit sur la contre-insurrection et qui a été utilisé par tout l'Occident depuis 50 ans, tout a toujours été démontré comme faux et inutile. Et oui, en passant, on continue encore à appliquer ces doctrines. Pour faire simple, l'idée c'est de donner une civilisation clé en main, niveau infrastructure et pognon à volonté, comme on le fait depuis un siècle avec tous les pays africains. Mais ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Mais bref, l'idée était là, leur construire tout sur place et leur donner pognon à l'infini pour qu'ils s'occidentalisent et arrêtent de faire chier. Bref, repartons en 2006. À ce moment-là, la France se touchait un peu la nouille. Il protégeait Kaboul et c'est tout. Les règles d'engagement étaient tellement restrictives qu'ils ne tiraient quasiment jamais. Aucune mission prévue, mission branlette. Il n'est absolument pas du tout prévu de combattre en Afghanistan. Et de plus, la mission sur place est prévue d'être très courte. Le départ est prévu pour 2008. Sur place, c'est 4500 soldats et 50 colonels. Ce qui est beaucoup trop de colonels par soldat. Surtout que sur les 50, aucun d'entre eux n'a pris le temps de préparer la moindre stratégie sur place. On est clairement sur une mission que tous les officiers se refilent, histoire de détourner du pognon public et gratter des médailles pas méritées. C'est une mission normale donc. D'ailleurs 2006, c'est tellement pas prévu de combattre qu'ils viennent tout juste de récupérer des VAB. Avant ça, ils avaient juste des camions et des véhicules légèrement blindés. Et beaucoup de matériel tactique est encore emballé, même pas déballé depuis leur arrivée pour le combat. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Alors, 2006-2007, la situation opérationnelle sur place. Déjà, on sort tout juste de la conscription pour la professionnalisation. On passe des appelés aux volontaires. En d'autres termes, ça signifie que l'État n'en a plus grand-chose à foutre de son armée. Et que si un militaire meurt, ça ne peut, en théorie, pas faire autant de bruit qu'avant. Car désormais, si un militaire est militaire, c'est parce qu'il s'est engagé volontairement. J'ai bien dit en théorie, attention. La conscription en France était obligatoire jusqu'en 96, mais en réalité, il y a eu des appelés jusqu'en 2002. Donc très récemment. De plus, le matériel est vieillissant, limite obsolète. Certaines tenues réglementaires se révèlent complètement inadaptées sur le terrain. En fait, les équipements étaient ceux qui étaient achetés en urgence après un certain nombre de morts en Bosnie en 1995. L'armée a dû s'actualiser, déjà en achetant des casques Kevlar pour remplacer les casques F1 qui n'étaient pas des casques par balle mais des casques par éclat. Et ils ont dû également acheter des mitrailleuses légères, les fameuses Minimi. Pour les gilets pare-balles, toujours pas. L'armée avait bien acheté des porte-plaques modernes, type Siras, mais ils étaient bloqués à Kaboul. Les plaques pare-balles avaient bien été achetées, mais bloquées en France par souci administratif. Le problème, c'est qu'à Ouzbine, les soldats n'avaient pas ce nouveau gilet. La commande avait bien été passée par ce colonel,
Mais le ministère des Finances avait dans un premier temps reporté le paiement. Comme les marchés sont très importants, il y a des procédures de contrôle financier, mais nous avons voulu aller un peu vite, à juste titre, avec un certain risque pris vis-à-vis des procédures de marché public. Et le ministère des Finances a fait la remarque que ces procédures n'avaient pas été respectées. Résultat, le nouveau gilet pare-balles est arrivé quelques semaines trop tard. Le niveau d'équipement correspondait à ce que nous étions en devoir de leur fournir pour remplir cette mission. Les militaires sont donc avec des fracs pourris et des plaques pare-balles qui arrêtent les éclats mais pas les balles. Les fracs c'est quoi? C'est un matériel de merde qui empêche de bouger correctement, de s'équiper correctement et surtout qui empêche d'épauler correctement. Le tout en très lourd et qui ne protège pas. J'y reviens après mais ça a été un énorme scandale. Il a fallu beaucoup de morts en Bosnie pour avoir quelques mitrailleuses et des casques corrects. Et il en faudra encore plus pour le reste du matériel, sans même parler du fait de le remplacer. Comme on dit dans l'armée, pas de mort, pas d'urgence, pas d'argent. Une partie de ce matériel était modernisée, faut pas déconner. Mais déjà, la tactique et la stratégie doivent pouvoir suivre les évolutions technologiques. Et dans cette fausse guerre dont on ne va pas rester longtemps comme l'a promis Sarkozy pendant sa course à la présidence, on va pas se faire chier. Surtout que là, on est dans un sacré flou stratégique où personne ne sait ce qu'il faut faire, ni même ce qu'ils foutent là. Donc matériel pas génial, surtout que la logistique est gérée par les Américains. Donc la compatibilité de leurs munitions avec nos armes, on sait pas trop, on verra sur place le jour où on se fera tirer dessus. Bon, de toute façon, ça va, il y a peu de chances de se faire tirer dessus, ça va, on est juste là pour surveiller le désert. Les militaires, à ce moment-là, en 2007, sont complètement incapables de combattre. Ils sont ici en tant que gardiens de la paix. Ils sont là pour négocier, pour raisonner, en gros pour faire de la mission de présence. Mais tout ça peut s'écrouler au premier accrochage sérieux. Aucune capacité de manœuvre, pas de logistique au-delà de 72 heures, pas de moyen de coordonner des feux, aucune procédure contre les mines de prévu. Les mines, le danger numéro 1 en Afghanistan et aucune procédure autour d'elle. On s'en branle, on n'est pas censé rester longtemps, donc pour l'instant le mot d'ordre c'est emploi raisonné de la force. Pour le reste, on verra sur place. En fait, c'est plutôt ça le mot d'ordre, c'est on verra sur place. On avait des non-fantassins qui faisaient de l'infanterie dans des structures toujours différentes, des sections désorganisées, des économies de postes de plus en plus contraignantes. Les effectifs étaient bien en dessous du minimum d'une section, et il manquait également beaucoup d'armes. 2 mitrailleuses et 2 tireurs de précision par section seulement. Le reste, que des fusils d'assaut, et dans des groupes de 7, contre 13 pour les Américains. Ah oui, ils avaient aussi des LGI, mais ça j'en reparle bientôt. Petit spoil, ça sera pas dans Armes légendaires. Alors pourquoi des groupes de 7 seulement ? Pas assez de soldats et les véhicules ne peuvent pas en transporter plus. Normalement, une section standard dans l'armée française, section déjà très réduite autant que possible, c'est 30 soldats, contre 42 autrefois. Là, ils ne sont que 23. Ce qui est ridiculement faible pour faire quoi que ce soit. Je sais pas si ces chiffres parlent beaucoup, donc je vais être plus clair. On a officiellement les plus petites sections de toutes les armées modernes. Les observateurs militaires recommandent 3 trinômes plus le chef. D'autres, 2 quatuors et le chef. C'est le minimum, car sinon, en cas de perte, le groupe est totalement incapable de se restructurer. Pour les Américains en Afghanistan, d'après le rétexte de Chris Kyle, ils étaient 3 quatuors, plus le chef, plus son adjoint. Et dans le véhicule, un pilote, un radiatureur, un topographe. On est donc les plus faibles et les plus inaptes au combat sur place, mais toujours de quoi faire plus ou moins le boulot, tant que ça tirait pas en face. Et ça va tirer en face. Ce bordel intégral n'avait aucune chance de passer le premier accrochage sérieux. Pour l'instant, il n'y avait que quelques échanges de tirs à très petite échelle, donc ça allait. Mais il ne fallait surtout pas une embuscade un minimum organisée. En 2008, avec l'élection de Sarkozy au poste de président de la République, le repli était, comme il l'avait promis, imminent. Et non. Il va finalement envoyer 1000 militaires supplémentaires pour aider les Américains dans la province de Kapisa. Tu veux dire que ceux qui nous gouvernent n'ont pas tenu leurs promesses? Mais c'est un vrai scandale ça. Aucune raison officielle donnée pour le fait d'envoyer des soldats en Afghanistan, à part il faut lutter contre les méchants. Mais faut se souvenir que Sarkozy suçait énormément les Américains. Et les militaires le savaient très bien qu'ils étaient là-bas juste pour faire plaisir aux Américains et leur sucer leurs énormes couilles. Des militaires supplémentaires seront donc envoyés dans les zones tenues par les rebelles. Mais 1000 et pas un de plus. 700 pour les nouvelles missions et 300 pour le RCC, le Regional Command Capital, c'est-à-dire l'une des unités de commandement de Kaboul. Donc va falloir structurer tout ça pour faire les missions données. Mission de combat cette fois-ci, mais avec un nombre de militaires bien défini. Et là vous allez me dire, moi je pensais qu'on trouvait la stratégie et ensuite on imitait le nombre de militaires nécessaires. C'est courant ça de trouver et d'adapter la stratégie et les procédures en fonction du très peu de moyens qu'on a sous la main? Ah non, ça c'est français, normalement tu fais jamais ça. Juillet 2008, 8e RPMA arrive en Kapisa. Ils prennent le commandement de Kaboul et commencent à faire de la contre-insurrection. Pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Ils sont bien préparés et pour l'instant, ça ne tire pas trop en face. Ils n'auront pour l'instant que 15 blessés. L'embuscade dont on va parler se passait en Surobie. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on foutait là-bas? C'est simple, la province de Surobie est un point de passage pour les groupes rebelles et bandits du secteur. Donc, il faut organiser des patrouilles pour sécuriser la zone. Comment on patrouille?
Pour l'instant, prudemment. 1 heure ou 2 à marcher dans le secteur, éventuellement on discute avec les chefs locaux et on rentre à la base. C'est une petite balade qui ressemble plus à de la mission de présence qu'à de la sécurisation. Pour l'instant, pas d'accrochage, les Afghans tolèrent et laissent tranquillement faire. Mais le 18 août 2008, le début de l'enfer. Quelques jours plus tôt, les militaires du 8e RPIMA vont patrouiller autour de Perkundai, un petit village au pied du col d'Ouzbin, et les intentions sont claires, montez voir ce qui se passe là-haut. Pourquoi faire? Pourquoi monter à pied en haut d'une montagne, complètement inaccessible en véhicule, donc avec un intérêt tactique très mince? Bah oui, quand tu ouvres un axe, c'est pour t'en servir plus tard pour emmener des camions et des chars. Là, pourquoi ouvrir un axe de marche que de toute façon tu ne pourras pas sécuriser, même si tu avais envie de t'en servir plus tard? De plus, si c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis, bah les Américains ils ont des drones de surveillance qui marchent très bien et qui permettraient de le savoir sans avoir besoin de prendre des risques. Ça aurait pu être une mission de contact avec la population, mais non, personne n'habite là-haut. Ce n'est pas non plus le fait de poser un appât pour les obliger à sortir et les abattre, car il n'y a pas d'appui en place, pas de possibilité de tir avec les VAB, pas de mitrailleuse lourde type canon de 20, pas d'hélicoptère non plus, et les mortiers ne peuvent pas tirer si les ennemis sont trop proches. Donc c'était quoi le but? Eh ben c'est ça le problème, la mission d'Ouzbin n'en avait aucun. La mission n'avait aucun sens, c'est plus pour faire des trucs. Il n'y a pas vraiment de stratégie établie, donc il y a un col, on monte en haut du col, on prend une petite photo souvenir et on revient à Tora. Le 18 août, ce jour-là, d'un point de vue logistique, c'est pas vraiment la joie. Les hélicoptères, drones et forces spéciales ne sont juste pas disponibles. Ils font leur vie dans d'autres missions plus importantes. Par exemple, les 2 Caracal français sont actuellement à Kaboul et ne seront donc pas disponibles en cas de gros problème. Le matin avant de partir, déjà un interprète téléphone de manière très suspecte. Et les militaires sont persuadés qu'il donnait des renseignements à l'ennemi. La mission aurait pu et aurait dû s'arrêter là, mais non, ça va, et qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Une colonne de chars français, vraiment pas discrète, arrive donc à Sperkundai. L'armée nationale afghane a pour mission d'y monter, mais comme ils sont en retard, bah du coup ce sera l'armée française qui ira complètement à l'arrache. Sans renseignement ni rien, humain dans slip, et on verra sur place. Revenons un petit peu sur les drones. Les gens pensent qu'ils existent, militairement parlant, que depuis 2022, avec la guerre en Ukraine, qui a vraiment révélé tout leur potentiel. Et par le fait que l'armée française a enfin ouvert une école de drones en 2023. Mais en fait non, ils sont utilisés depuis bien plus longtemps que ça. L'armée française s'en servait déjà un peu. À cette époque, en 2008, on avait quelques SDTI. Mais les quelques modèles qu'on possédait à ce moment-là étaient tous au Kosovo. À côté de ça, les armées un peu moins clodo en ont en nombre depuis pas mal d'années. À ce moment-là, en 2008, un drone de surveillance civile bas de gamme mais qui fait le boulot, ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Quand on y a été en 2010, on avait même pensé à se cotiser pour en acheter un, mais les 15 minutes d'autonomie nous ont calmés. Par contre, à un niveau section, c'est-à-dire une dizaine de batteries d'avance et de quoi les recharger dans le VAB, c'était faisable. Mais le problème c'est que, en plus du prix d'une installation pareille à payer de notre poche, pour acheter et surtout utiliser ce genre de matériel, ben légalement c'est très compliqué. Car l'utilisation du matériel électronique civil doit être validée par l'armée, et passer par un financement militaire c'est carrément impossible. Par exemple, pour les transmissions, à un niveau individuel, on avait des PRI, des programmes radio individuels, qui étaient théoriquement les seuls talkies autorisés, car cryptés. Mais les talkies civils type Motorola ou Baofeng étaient autorisés, et même recommandés, car déjà les PRI réglementaires ne fonctionnaient jamais, et que de toute façon, même si en face ils réussissaient à intercepter les communications, rien de ce qui est dit à un niveau individuel n'est vraiment utilisable. Pour les drones, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que ça filme et ça peut montrer l'emplacement de la section. Les forces spéciales ont toutes les autorisations qu'ils veulent pour acheter le matériel qu'ils veulent. Mais la formation et donc la vie d'un mec des forces spéciales coûte beaucoup plus cher qu'un mec de la régulière. Donc eux ont ces autorisations sans devoir passer par de l'administratif. Bref, les militaires vont sur place, au col d'Ouzbin. Le dispositif était les fantassins français de Karmin II, tout devant. Derrière eux, l'ANA, l'armée nationale afghane. Et sur la ligne de crête de la colline derrière eux se trouve une section d'appui mortier de 80 mm et de Milan du RMT, le régiment de marche du Tchad. Avec en plus un groupe des forces spéciales américaines. Mais attends. Le commandement de tout ce merdier, il était où? Ha! Derrière. Très loin derrière. À Tora. À faire des trucs beaucoup plus importants. À ce moment-là, Tora reçoit la visite du général McKiernan, le chef de l'ISAF. Donc, tous les capitaines et commandants de la Tora étaient tous restés à Tora pour sa visite. À Ouzbin, il n'y avait que des chefs de section qui devaient se démerder entre eux. Le colonel du groupement tactique dira bien plus tard qu'il pensait que rien ne pouvait leur arriver. Donc, quelle importance qu'il soit seul. Et sur papier, il avait raison. Une centaine de soldats avec appui, avec en face une estimation d'une douzaine de baiseurs de chèvre en claquettes. Normalement c'est bon, tu gères. Alors, sauf que déjà, premièrement, ils n'étaient pas 12 mais 150. Ils étaient en hauteur et tiraient depuis de très bons couverts. Et contre une section qui se sont séparés, donc pas 100 mais une vingtaine, des appuis qui ne pouvaient rien faire car beaucoup trop loin, et ensuite négatif dans un col enlacé avec un très haut dénivelé, sur 2 km, chargé et par 30 degrés. Ouais, en gros, ils avaient aucune chance. À 15h45, le premier coup de feu. L'embuscade se déclenche, environ 150 Afghans commencent à tirer sur Karmin II. Ils ont réuni assez de munitions pour tenir la journée et ils ont la motivation pour tuer du coup phare.
Pour Carmin 2, ils sont exténués après la montée du col. Ils sont en contrebas, ils n'ont que peu de munitions, et ils n'ont quasiment rien pour se protéger, à part quelques rochers qu'ils ont pu atteindre rapidement après les premiers coups de feu tirés. La section d'appui, Rouge 4, rembarqueront dans les VAB, et tenteront un contournement pour essayer de poser un appui là où ce serait possible. Mais ils se feront tirer dessus au RPG également, donc ils ne pourront pas manœuvrer. Oui, mais les hélicoptères Tigre, eh ben eux ils sont en France, parce qu'ils doivent passer une phase d'expérimentation tactique. C'était clairement pas prioritaire, et ça aurait pu sauver la situation, mais personne ne pensait que cette situation pouvait exister. À Tora, à l'annonce de cette attaque, c'est la panique. On envoie en renfort 2 sections d'infanterie et une section d'appui, avec un petit peu de mise en place parce qu'en fait personne n'était prêt. Mais une fois sur place, ils se feront tirer dessus par les rebelles qui se sont renforcés, et ne serviront à rien, et resteront cloués sur place. Ils vont donc se contenter de prendre la place des VAB de Carmin 2 qui arrivaient à court de munitions. Depuis Kaboul, on enverra également une compagnie en renfort, mais il leur faudra beaucoup de temps pour arriver. Plus de 4 heures. Sur place, Carmin 2 résiste, mais pas longtemps, parce qu'ils arrivent bientôt à court de munitions. 200 cartouches seulement chacun par tireur FAMAS. 200 cartouches. C'est vraiment pas beaucoup. Tu tiens clairement pas longtemps avec ça. De plus, pas de lance-roquettes et pas de tireurs de précision, dont le peu sur place réussissent à faire du bilan. De plus, les mitrailleuses sont complètement à l'avant, donc pas du tout optimisées alors que les mecs en face sont à une dizaine de mètres. Pour les LGI, les lance-grenades individuelles, c'est encore pire, ils sont complètement inutiles. Surtout qu'en face, ils ont des armes beaucoup plus puissantes et adaptées, comme des PKM, MG42, RPK et RPG-7. Et eux avec beaucoup de munitions. Bon allez, vous avez compris que c'est le merdier, on passe au décrochage. Bon, exfiltration, normalement c'est facile, tu balances toutes les fumigènes que tu peux et tu te casses. Non, il n'y avait pas de fumigène non plus. Une seule grenade fumigène a été utilisée et ça n'a servi à rien. D'ailleurs moi-même quand j'étais en Afghanistan, on avait une grenade défensive, une offensive et pas de fumigène. Il faudra, malgré le risque de tir allié, balancer du mortier et des rafales d'hélicoptères et d'avions des Américains. Les caracals français ont fini par arriver à Kaboul et ont pu faire du tir au pigeon. À 20 h, donc plus de 4 heures plus tard, avec les renforts de Kaboul et l'appui américain, les soldats français réussissent enfin à se sortir de ce merdier. À 21 h 30, les talibans commenceront enfin à décrocher, mais les tirs continueront pendant la sécurisation de Sperkundai, ainsi que pendant la récupération des morts et blessés et l'exfiltration. 10 morts, 22 blessés. Maintenant parlons un petit peu des retombées de cette histoire. Les journalistes détestent les militaires, j'en ai déjà parlé. Beaucoup de combats ont été perdus à cause d'eux, beaucoup de morts leur sont dus, et beaucoup ont perdu toute vie sociale par leur faute. Tout ça à cause d'articles objectivement mensongers. C'était surtout flagrant en 2004 pour la Côte d'Ivoire dont j'ai déjà fait une chronique. Pour Ousbin, évidemment, ça a été le même cirque. Les médias français ont clairement pris parti pour les talibans, parlant d'eux comme des résistants au fascisme occidental, les interviewant même sur leur motivation et leur donnant ouvertement raison. Paris Match fera un énorme scandale en allant les interviewer sur place, et en les filmant même avec le matériel français qu'ils ont récupéré sur place. Vu le bad buzz, évidemment, le reportage aujourd'hui n'existe plus. Car si les journalistes sont très majoritairement du côté des talibans, ce n'est pas le cas de la majorité des Français. Politiquement, le gouvernement est passé pour des faibles à l'international. Une poignée de Karim en claquette mettent en déroute ceux qui se prétendent être une grande puissance militaire. En réalité, il n'y a eu que 10 morts français contre à peu près 8 fois plus en face. Et ça malgré les conditions de merde, le désavantage du terrain, la fatigue et le manque de munitions. Ça ne s'est pas si mal passé. Mais bon, on va pas se mentir, c'est les hélicoptères qui ont tout fait. Mais contre des baiseurs de chair, ça la fout quand même mal. Heureusement qu'en face, les talibans étaient particulièrement mauvais. Donc, revenons sur ce qui n'allait pas. Personne ne savait ce qu'ils étaient venus foutre dans ce pays. Aucune stratégie ni tactique en place, parce que personne avait envie de se faire chier avec ça. Matériel manquant, voire complètement obsolète. Par exemple, quand j'y suis allé en 2010, on a perçu des périscopes de tranchées de la Première Guerre mondiale. On peut commencer à parler de matériel vieillissant. Ensuite, pas assez de personnel par section. Clairement pas assez de munitions. Aucun drone de reconnaissance. Pas de commandement sur place, et celle sur Tora était occupée à sucer des couilles de généraux. Renfort beaucoup trop loin. Pas de possibilité d'appui sur place. La stupeur des officiers sur le fait que l'ennemi attaque par surprise, alors que c'était la seule et unique façon pour lui de procéder. La détresse absolue des officiers de Tora quand ils ont su que ça se passait mal. Ils n'avaient aucune idée de comment procéder pour les sortir de ce merdier. Ils n'avaient aucune idée de leurs moyens de projection, et la QRF n'était même pas prête. De toutes les guerres dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, on n'a jamais atteint ce niveau d'incompétence et ce mépris envers les compétences de l'ennemi, même à Grozny. Le plus gros scandale vient clairement des protections balistiques. Quand les Français sont arrivés sur place, comme je l'ai dit, ils avaient des gilets pourris, des frags avec des plaques par éclat. L'État a commencé à acheter des plaques balistiques de meilleure qualité, mais l'envoi est bloqué car les procédures d'achat n'avaient pas été correctement respectées. La balle traverse la plaque comme dans du beurre. L'administratif a empêché les militaires d'être protégés et donc à participer à leur mort. À cette époque, le budget de l'armée est très bas, à tel point que les militaires devront se payer la majorité de leur matériel s'ils ne veulent pas crever sur place. C'était problématique à l'époque, mais personne ne savait que c'était à tel point où les armes et les protections balistiques étaient même achetées au rabais, voire même pas achetées du tout.
Je veux que tous les enseignements soient tirés de ce qui s'est passé. Ouzbin aujourd'hui. Depuis Ouzbin, les officiers ont une pression de dingue au-dessus de leur tête. Ils ont peur d'avoir à leur tour un nouvel Ouzbin à leur CV. S'il y a bien un sujet récurrent dans les livres stratégiques, c'est bien le fait qu'aujourd'hui les officiers ont très peur de prendre la moindre responsabilité. Sur les manœuvres, ils ne prennent plus aucune initiative. Et ça par peur des retombées négatives. Et les retombées positives n'existent pas. Le dernier livre stratégique que j'ai lu, La fin de l'imaginable, écrit début d'année par le général Didier Castres, et dont j'ai fait une chronique réservée aux contributeurs, parle justement de ce problème comme l'un des plus importants de l'armée. Les officiers préfèrent ne pas prendre d'initiative et ne pas être tenus pour responsables de 200 morts, même si c'est la faute de leur inaction, plutôt que de lancer une manœuvre risquée et être tenus pour responsables de 10 morts, même s'ils étaient inévitables et même si ça a permis de sauver 200 personnes, mais que ça, on ne saura jamais. Les officiers ont beaucoup plus peur de la médiatisation de leurs actions plutôt que des morts qu'ils provoqueront. La médiatisation pourrait signifier la mise en public de leur nom, prénom et donc la fin de leur carrière. En réalité, c'est faux. À Ouzbin, personne n'a été puni. Et même moi en Afghanistan, on a eu un mort qui était clairement la faute de son lieutenant qui a clairement fait de la merde. L'affaire a été complètement mise sous le tapis. Il a reçu les honneurs, les lettres de félicitations, un grade en plus, histoire qu'il ferme sa gueule. La mission est réussie. Mais les officiers gardent cette peur bleue. Au point où, pour chaque manœuvre, même basique, chaque échelon devra demander l'autorisation à son supérieur. Autorisation qui sera forcément refusée 2 heures plus tard. Parce que tout en haut de l'échelle, évidemment, les mecs ils comprennent pas ce qui se passe sur le terrain et évidemment ils vont pas en prendre la responsabilité. Cette inaction est évidemment très dangereuse pour les militaires qui ont besoin de se déplacer rapidement pour que ça puisse avoir une utilisation tactique. Mais si l'action se passe bien, ça changera rien à leur carrière. Si ça se passe mal, c'est retour au RSA. Donc on prend le moins d'initiatives possible. On appelle ça le caporal stratégique. La médiatisation négative de ce qui se passe sur le terrain et qui, même à très petite échelle, aura des conséquences sur la stratégie. Ce terme existe depuis plus de 30 ans, mais il a été largement amplifié à cause d'Ouzbin. Les officiers préfèrent 200 morts par la faute à pas de chance que 10 morts par la leur, mais vous ne voulez pas expliquer à une femme que son mari est mort parce que vous avez tenté une manœuvre risquée et que, pas de chance, ça n'a pas marché. Pour parler un petit peu du positif, comme à chaque fois où il y a des morts dans l'armée française, le gouvernement se sort les doigts du cul et achète un petit peu de matos. Car pas de mort, pas d'urgence, pas d'argent, bah là du coup il y a des morts, donc il y a de l'argent. Les fusils de précision FRF2 sont progressivement remplacés par des HK417, puis ensuite des SCAR. Les AA52 et les ANF1 sont progressivement remplacés par des Minimi en 762, qui étaient horriblement merdiques, et donc remplacés par le FN Max 58, quand le théâtre Afghanistan sera fermé, donc après la guerre. On récupère également des VAP top, qui marchent pas bien, mais ils sont là. On a aussi des moyens d'interception radio, qui ne servent à rien, parce que le réseau est saturé et les interprètes n'arrivent pas à suivre. Donc on les a virés. Et enfin, on a des drones. Mais quand j'y étais, on n'utilisait que les drones américains. Les Français, ils faisaient vraiment pas le boulot. Bref, le top du top. Enfin voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup aux contributeurs de la chaîne qui me permettent de faire ce genre de vidéos. Vous imaginez bien que ce type de chroniques ne sont bien sûr pas monétisées sur YouTube. Donc tout est financé par Player et Patreon, qui vous permettent d'avoir des vidéos avec une semaine d'avance et de voir les vidéos réservées aux contributeurs. Enfin voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'erreur de commandement pendant l'ensemble et de tactique pendant l'ensemble de cette opération.